Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les premières decklists du chapitre 7 de l'Orcana, l'île d'Arcasia. J'ai 5 decklists dans ma besace qui utilisent évidemment les nouvelles cartes qui vont sortir dans le chapitre 7. On découvre ça tout de suite. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par La Belle Carte. Vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 € sur le site. On fait gagner ce bon d'achat tous les mois. Pour ça, il vous suffit juste de commenter dans l'espace commentaire des vidéos, être abonné à la chaîne et laisser votre meilleur pouce bleu. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications, ça vous permet de ne louper aucune vidéo lorsqu'elle sortent. Il vous reste encore quelques jours pour précommander le tapis La Belle Carte édition 2025. Les précommandes ferment le 7 mars et passé le 7 mars, il n'y aura plus la possibilité de mettre la main sur ce tapis. Il y a beaucoup de gens qui ont regretté de ne pas avoir commandé le 2024. Vous avez encore l'opportunité ici pendant quelques jours de récupérer la version 2025. Merci à tous ceux qui le font, ça participe aussi à soutenir ValetPL et le projet La Belle Carte. À préciser que vous avez le code ValetPL 2025 qui fonctionne sur la boutique, ça vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre panier une fois par an, et ça fonctionne à la fois sur le tapis mais aussi sur les produits Lorcana. On a notamment la dernière display, l'île d'Arcasia, qui est en vente actuellement en précommande. Je finirai cette introduction en remerciant GameGenic, qui est notre partenaire accessoire sur l'année 2025. Merci énormément à eux de nous soutenir. GameGenic, c'est un partenaire accessoire avec lequel vous pouvez récupérer des deckbox, des classeurs, des sleeves pour pouvoir protéger tous vos TCG. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Pareil, le lien est dans la description, bien évidemment. Maintenant, on passe à ce qui vous intéresse le plus, les decklists. Je précise que tous ces decks ont été créés avant que le jeu soit sorti. Donc pareil, si vous regardez cette vidéo dans quelques semaines, bien évidemment, les decklists que je présente seront peut-être pas au goût du jour, ou en tout cas aux normes du metagame. L'idée ici, c'est de pouvoir tester des deck builds autour des cartes du nouveau chapitre pour essayer d'anticiper quels sont les bons decks du futur format. J'ai 5 propositions qui sont toutes hyper variées avec des decks agressifs, des decks mid-range et des decks plus contrôle, des bases objets et des bases full personnage. Le premier deck dont j'ai très envie de vous parler, c'est la base agressive vert jaune. On voit que le chapitre 7 met énormément l'accent sur vert jaune pour agresser, avec notamment de très très bonnes cartes comme Lady, qui va profiter d'avoir un clochard sur le terrain pour pouvoir être un très très bon loreur à 1. Ça nous permet aussi du coup de jouer la Lady super rare qui elle va pouvoir s'altérer pour pouvoir apporter un peu de résilience, récupérer notamment des personnages à 1 mana depuis notre défausse comme la Daisy ou la Clarabelle qui pourrait gérer un objet, ce qui a l'air hyper important dans le chapitre 7. Ce que j'aime beaucoup avec ce deck là, c'est que déjà on teste pas mal de nouvelles cartes du chapitre 7, donc avec toute la base Lady, les clochards. On profite aussi de ce clochard rare qui est une 2/6 pour 7, mais qui va coûter 1 de moins pour chaque personnage qu'on a en jeu. Vous avez compris, le but de ce deck c'est d'agresser rapidement, de poser énormément de board et ensuite de pouvoir avoir des cartes puissantes comme clochard qui nous coûteront très peu à jouer sur le champ de bataille. Et pour se refaire la main, on va avoir Clarabelle qui naturellement va pouvoir s'altérer sur la Clarabelle à 1 mana, mais aussi Réponse qui fonctionne très très bien dans les stratégies offensives à base de jaune. Franchement, c'est un deck qui a déjà la gueule d'un bon deck du format. Il y a quelques cartes un peu spéculatives que j'ai mis dans la liste pour tester. Je suis pas persuadé que Mini ait vraiment la force d'être présent dans le metagame. Ça monte le compte de non ancrable du deck à 19 alors qu'on serait à 16 sans cette mini. C'est possible qu'elle ne fasse pas le cut, mais en tout cas pour les nouvelles cartes et cette stratégie Lemon aggro, Lady Clochard, cette base là avec une base Clarabelle et profiter des cartes comme Ursula et Kit en vert, ça me semble hyper fonctionnel, donc ça j'ai hâte de le tester très prochainement. Autre deck qui est hyper attendu évidemment, je vous propose toujours mes versions, donc il y a peut-être moyen de les améliorer, ça on verra bien à la sortie du set. Pour l'instant, c'est ce sur quoi je suis arrivé après mon deck building. Donc là, on a une version bleu-rouge qui va se baser vraiment sur la base objet, mais avec un sous-thème quand même très contrôle. On veut aller en late game et on veut essayer de clean le board de l'adversaire. Pour ça, on va continuer sur la base qu'on connaît très bien de Sissou, avec la Sissou légendaire, la bagarre, les soyez prêtes. Par contre, on va rajouter énormément d'objets pour synergiser avec les nouvelles cartes du chapitre 7, que sont Balthazar Picsou et Tamatoa. On a Belle aussi, qui n'est pas hyper impactante, je trouve, dans une base contrôle, parce que ce 3-3, même en début de partie, c'est pas non plus hyper fort. Par contre, c'est un enabler à certains objets. Je pense notamment à l'outil inhabituel qui, quand il va être banni, et il peut être banni par la Belle, va nous permettre de jouer peut-être gratuitement une spirale de saphir.
Spirale de Saphir qui va baisser le pouvoir de certains personnages adverses et donc du coup nous amener plus facilement à pouvoir gérer des choses avec Sisu, avec notamment les Sisu et les bagarres. Donc vous l'avez vu, on reste sur la stratégie plutôt contrôle de bleu-rouge, mais on essaye d'implémenter les nouvelles cartes qui synergisent avec des objets et on essaye de lier le tout avec l'atelier de Maurice. Atelier de Maurice que je n'ai mis qu'en 3 exemplaires parce que le deck pioche tellement que finalement, dès lors que vous en avez un, ça suffit. Vous n'avez pas envie d'avoir des multiples, le rendement de cette carte n'est pas hyper croissant. Finalement, 3, je pense que ça suffit amplement. Donc voilà, ça c'est mon approche de bleu-rouge item. 4 Tamato à 6, 4 Tamato à 8. Avec ça, on est sûr de clore les games et d'avoir la résilience nécessaire pour pouvoir avancer dans notre plan de jeu. Ça m'a l'air d'être une base solide pour commencer à explorer eh bien, ce nouvel archétype. Évidemment, je ne pouvais pas vous faire une vidéo deck build et deck list sans passer par ma bicolorité préférée. Bicolorité qui prend pas un maximum de up, hein, pour le coup, elle a bien mangé au chapitre 6. Le chapitre 7 la nourrit pas plus que ça, cette bicolorité. Mais il y a quand même 2 cartes que j'avais envie d'implémenter dans mon deck Purple Steel Midrange Dynamique. C'est un deck agressif, mais qui a vocation quand même à tenir le board et à pouvoir mettre en place de la gestion. C'est pour ça que je l'ai appelé Midrange Dynamique. Les 2 seules cartes que j'ai envie d'intégrer dans le build, eh bien, c'est le Cobra Géant, que j'ai très envie de tester, qui va nous permettre de générer du lore à distance. Ça nous permet même de réduire un petit peu le nombre de chèvres dans le deck, du fait qu'on ait beaucoup plus de possibilités d'aller chercher les derniers lores pour gagner la partie. Et donc ça baisse un peu la curve des drop 4 parce que vous l'avez vu, j'intègre la nouvelle reine légendaire qui, je pense, a cette capacité qu'on peut apprécier chez Gantu dans les listes Purple Steel à générer beaucoup de lore en milieu fin de partie. Alors évidemment, parfois au tour 4, dans la curve, ça ne prendra pas du tout le lore que l'on attend parce qu'on n'aura pas 3 cartes forcément à défausser dans la défausse de l'adversaire. Mais je la vois pas vraiment comme un tour 4. L'avantage de ce deck-là, c'est qu'avec toute la synergie Boons au tour 4, on a largement d'autres choses à faire. On pourrait très bien décider juste de mettre un lapin, on pourrait décider de mettre un génie, on pourrait développer une Madame Mime ou un Monsieur Mouche. On n'est pas obligé de curver naturellement cette reine au tour 4. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que passer le tour 6 ou 7, une fois qu'elle est posée sur le board, elle va ou disrupter le cimetière adverse, notamment pour venir embêter un Tamatoa. Ça peut venir aussi embêter un Maui Shark. Et en même temps, si l'adversaire la gère pas, eh ben, c'est 4 de l'or, donc ça met la même pression pour les courses et pour la fin de partie qu'un Gantu. Je pense que c'est une carte qui est un peu sous-estimée, mais en tout cas, j'ai très envie de la tester dans ce deck violet-gris. Sinon, pour le reste, c'est mon violet-gris, en tout cas la liste que j'ai joué pendant le chapitre 6. Classico, on a fait de la place pour les Cobras avec l'ami Lorenz, et on a fait un peu de place pour la reine, en queutant à droite à gauche dans une Elsa, un Merlin, et une petite Kaloun. Voilà. Autre bicolorité qui est hyper attendue avec le chapitre 7, et c'est notamment une couleur qui n'était pas extrêmement nourrie depuis le début du jeu de l'Orcana. Il y a toujours eu des fans de gris-rouge, mais ça n'a jamais été hyper fonctionnel. C'est des decks qui marchaient très très bien pour pouvoir prendre le board, gérer le board adverse avec tes propres personnages, mais du coup c'est une stratégie qui fonctionne pas hyper bien contre les decks bleu-rouge les plus contrôle, ou alors contre les decks Amber Steel. Là pareil, on nous a donné encore plus de cartes pour essayer de faire évoluer et avancer la mécanique. Je trouve que même si c'est un bon deck qui maintenant, dans ce qu'il va vouloir faire, il va le faire extrêmement bien avec des cartes extrêmement puissantes, eh bien, il va manquer d'angle d'attaque peut-être pour être aux normes du metagame. Par contre, si vous affrontez des decks plus midrange ou plus agressifs, alors ce deck-là, ça va être le roi. On va tester notamment la nouvelle carte Mushu qui, lui, sur le board, il est vraiment impérial. Il va vous permettre de prendre tous les trades que vous voulez, générer du lore un petit peu à distance tout en challengeant le board de l'adversaire. On a Dingo qui fonctionne très très bien dans cette optique-là. On a ce Mulan-là, enfin cette Mulan qui a des statistiques énormes, qui est capable de prendre pas mal de lore et qui s'altère sur un très très bon drop 1 qui nous permet d'avancer dans notre deck. Vu que le deck peut avoir du mal à passer en dessous les decks les plus contrôles, j'ai préservé un des aspects du rouge que j'aime bien, c'est-à-dire l'early game avec Flynn Rider dans Sisu, pour fonctionner encore plus avec Flynn Rider, là où normalement c'est des cartes violettes à côté de Flynn Rider qui sont mises pour avoir beaucoup de statistiques. Je pense à Mime Renard ou à Merlin Chef. J'ai aussi joué Lorenz dans cette liste-là, qui permet au même titre que Sisu de pouvoir trigger rapidement le Flynn Rider, ce qui veut dire que
On a cette capacité folle à pouvoir tenir le board avec des Kaloun, avec des Mushu, avec des Dingos, mais j'ai quand même envie d'avoir cette capacité très offensive et agressive de générer rapidement du lore pour essayer de passer en dessous des decks les plus contrôles. Après, pour le reste, c'est classico, la chanson, mais qui est ancrable. On n'a pas envie de jouer perdu dans l'hiver dans cette liste-là. Et on a forcément les bi-pré-pertes, parce que quand on perd le board, c'est un bouton reset qui nous permet de parfois juste gagner la partie. Donc, c'est ma liste, donc forcément je la trouve cool. Je pense qu'elle est hyper fonctionnelle dans ce qu'elle veut faire, mais qu'elle aura des match-ups très positifs et des match-ups très négatifs. C'est déjà mieux que les anciens gris-rouges qui, même dans ce qu'ils voulaient faire, n'étaient peut-être pas assez puissants pour se frotter au meilleur deck du format. Là, pour le coup, il y a vraiment des decks dans le format qui n'arriveront pas à passer votre deck gris-rouge. Et enfin, je pense la bicolorité qui est la plus attendue de ce chapitre 7, celle qui, je pense, a créé le plus d'effervescence, ou en tout cas dont on sait que les cartes qui ont été révélées vont facilement s'intégrer dans cette bicolorité-là. C'est le deck bleu-gris, il y a beaucoup de listes qui passent sur Internet, je vous propose ma mouture. C'est une version évidemment qui va mettre l'accent sur Balthazar Picsou, parce que j'aime la liste, et sur Tamatoa. Du fait qu'on joue Balthazar Picsou, on est obligé de jouer beaucoup d'items, on peut pas... J'aurais bien voulu vous présenter une version bleu-gris plus mid-range avec plus de personnages et moins d'objets. Et en vrai, il y a des versions qui tournent et qui ont l'air hyper cool. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas jouer Balthazar. Dans le sens où, si on veut que le pourcentage de hit sur le top 4 de notre deck soit favorable, c'est-à-dire au-delà des 80%, il nous faut au moins 20 objets dans le deck. Et donc, si on veut au moins 20 objets, bah forcément, on perd un peu le côté mid-range avec des personnages qui tiennent bien le board. On est obligé de maxer cette synergie objet. Et donc, quand on descend, vous voyez, il y en a pléthore des objets, ce qui nous permet aussi du coup de mettre en avant l'atelier de Maurice. Mais voilà, sachez qu'il y a des listes bleu-grises qui pourront fonctionner avec Tamatoa et Belle, qui auront une version, une optique un petit peu plus mid-range avec plus de personnages, qui joueront pas Balthazar Picsou et qui joueront probablement moins d'objets. Je pense seulement la sphère d'endurance, la glace à l'eau, peut-être la plume et le sous-fétiche, mais qui voudront pas de l'atelier de Maurice et du sceptre d'Arrandel. Pardonnez-moi. Là, voilà, c'est la mouture que j'ai choisie. Globalement, le deck, il est hyper simple. Il a deux axes bien définis. C'est l'axe rampe avec les typos, les voguettes sur la mer azurite et les plumes en forme d'arête. Du fait qu'on est rampé, on va avoir accès à beaucoup d'encre. Et si on a accès à beaucoup d'encre, eh bien, on va piocher 1 milliard de cartes avec Atelier de Maurice. Et on va faire des choses hyper débiles avec notre Balthazar et nos 2 Tamatoa. Le deck veut pas faire plus. Ce qu'il fait, il le fait hyper bien. Il n'y a pas beaucoup de gestion, c'est presque une option, presque combo, j'ai l'impression, ce style de deck-là. Les quelques gestions qu'on a, ça va être le plus ardent que le feu des volcans et les Kaloun qui tiennent très très bien le board. Ça peut ne pas suffire contre les versions Lemon que je vous ai présentées plus tôt, mais si vous affrontez un autre deck un peu midrange, un deck boui-boui violet qui joue la boucle Merlin Mime, je pense que vous allez tellement écraser ce genre de stratégie-là. Votre deck va passer votre temps à générer de l'encre et à générer de la pioche pour ensuite slammer des choses qui sont complètement immondes et qui vont générer une value folle. Donc, dans ce que veut faire le deck, ce deck-là a l'air de le faire, mais brillamment. Vous allez vous retrouver à piocher des Picsou que vous allez jouer gratuitement, qui vont vous permettre de trouver des objets, qui vont vous permettre de piocher des cartes sur l'atelier de Maurice. Vous allez avoir tellement d'encre que vous allez pouvoir presque partir en boucle de pioche pendant vos tours. Je pense que ce deck-là est relativement bien conçu dans cette optique-là, bien particulièrement. Mais c'est vrai que je trouve que bleu-gris, c'est probablement la bicolorité qui est la plus profonde à explorer avec les différentes cartes auxquelles on a accès dans le chapitre 7. Voilà, je voulais pas m'étaler énormément non plus. L'idée, c'est surtout de vous présenter un premier jet, ma première vision, mes premiers builds. Je rentrerai évidemment plus dans le détail quand je vous ferai des deck techs sur des decks qui auront fait leurs preuves parce que je les aurai testés ou parce qu'ils auront performé dans les différents tournois. Là, au moins, vous avez 2-3 petites choses à vous mettre sous la dent. Ça peut vous donner aussi 2-3 idées pour venir vous builder dans votre coin, voire améliorer mes decklists. Mais je pense que là, vous avez quand même un bon point de départ avec diverses synergies et diverses bicolorités pour appréhender l'arrivée du chapitre 7. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.